Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler de start-up et de vélo avec Romain. Donc Romain, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter. Oui, alors moi c'est Romain Segura, je suis le CEO de Ref Bikes. J'ai 27 ans et en ce moment je vis à Lyon et je suis originaire de Montpellier. Super. On va revenir un petit peu à la genèse de ton projet, de ta start-up. Donc dis-nous un petit peu comment ça a commencé, pourquoi Ref et Bike qui suit, pourquoi tout ça, comment t'es venu un petit peu ce projet. Écoute, Ref Bike, donc c'est une marque de vélo spécialisée dans l'univers urbain. On a commencé ce projet il y a maintenant 5 ans avec Alain qui est mon père. Donc, d'accord. Donc familial. C'est un projet familial, c'est ça. Donc moi j'ai baigné énormément dans le marché dans l'univers vélo. D'accord. Un peu à cause de lui et moi je suis c'est ça, on a créé cette marque de vélo qui est un peu particulière puisque ce sont des vélos qui vont évoluer constamment avec les goûts, la pratique du cycliste. Donc on a breveté un système qui permet de moduler le cadre de vélo comme un Lego. D'accord. Voilà, et donc de construire un vélo un peu à façon pour remplacer totalement la voiture. D'accord. C'est totalement ça. Ok. Et donc on a une base commune en fait et on y rajoute des briques entre guillemets à droite à gauche pour soit avoir un vélo normal, soit avoir un vélo avec comme les cargos, comme voilà c'est ça c'est on peut aller jusqu'où en fait. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. Effectivement, le vélo va avoir une base commune, donc un squelette où on va pouvoir donc acheter un intemporel, un vélo qui changera jamais. Et puis derrière, on va pouvoir soit acheter, soit louer des modules qui, eux, vont s'adapter constamment à la pratique du cycliste. Donc, soit le système électrique, le système cargo pour porter les enfants, long tail quand c'est rallongé sur l'arrière, ou même différents modules plus tard qui vont arriver, qui pourront même aller jusqu'à 45 km/h, donc les speed bikes. D'accord. Et en fait, qui vont résoudre la problématique de comment je peux plus facilement me balader ou même évoluer, on va dire, en ville, sans l'usage de la voiture. Donc, le vélo, c'est bien, mais quand c'est inconsommable et qu'il est adapté qu'à une seule pratique, ça peut être problématique. Alors, des fois, on peut avoir le problème des 5 vélos qu'on a au fond du garage. C'est ça. En fait, le but, c'est d'avoir un vélo qui va constamment s'adapter. Et nous, avec un système d'économie circulaire, on va pouvoir reprendre les anciennes pièces, faire du bien à la planète, faire du bien aussi aux économies du cycliste, ça c'est pas mal. Complètement. Parce que le vélo ça coûte de plus en plus cher. Et voilà, donc en plus de ça, le but c'est que les vélos soient hyper sexy. Donc en plus, voilà, on part d'un vélo lambda pour qui a un tronc commun et on peut y ajouter donc comme tu dis, il évolue en fait en même temps que la personne jeune qui peut avoir se dire d'avoir un VTT. Demain, il a des enfants, de garder ce même vélo et de changer par l'acquisition du bac devant pour peut-être mettre ses gamins devant et les amener à l'école. Donc voilà, il est sans cesse en évolution, tout en gardant la même base. Exactement. Et c'est de se dire que dans sa vie, entre guillemets, il n'aura qu'un vélo et il n'en aura pas à acheter 4 ou 5 vélos. Donc acheter, essayer de revendre et tout ça. Donc c'est de se dire, moi j'ai ma base de vélo qui est le cadre, entre guillemets, et dans ce cadre-là, on va y ajouter, on va le rallonger ou on va le customiser. On appelle ça customiser ou pas? Ouais, c'est une personnalisation qui va avoir lieu aujourd'hui et demain. En fait, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, Ref, pourquoi? Pour avoir la Ref? Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Ref, ça veut dire responsable et engagé pour le futur. D'accord. Et c'est aussi une sorte de nouvelle référence qu'on vient définir sur le marché du vélo. On vient rebattre un petit peu les cartes. On va dire que le marché du vélo a toujours été, a jamais vraiment évolué sur la manière de concevoir, de fabriquer des cadres de vélo. Oui. Nous, avec notre système où le vélo est assemblé comme un Lego au niveau du cadre, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de soudure.
c'est du jamais vu. Les gens nous prennent pour des fous. D'accord. Et en fait, on a envie que ça devienne la nouvelle référence et que ce soit une nouvelle manière de consommer, que ce soit le nouveau commun. On va dire. Donc, Romain, aujourd'hui, la genèse du projet, c'était de faire un cadre qui soit évolutif. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de d'où t'es venue cette idée? Cette idée, effectivement, elle était... au début, c'était un projet vraiment industriel, de se dire comment on peut fabriquer des cadres de vélo en France à des prix compétitifs avec Taïwan. Et ça a été vraiment impulsé par Alain au début, Alain, mon père, qui lui était distributeur d'une des plus grandes marques de vélos mondiales sur la France et le Canada, et qui en fait avait d'énormes problématiques de gestion de cadres au début, parce qu'il fallait gérer la taille, la couleur, la gamme, le millésime. Et en fait, il me disait... Romain, moi je rêve d'un cadre de vélo qu'on puisse assembler en quelques minutes à la demande et qui nous permettrait vraiment de pouvoir résoudre ces problématiques-là. Et d'évoluer avec la personne. Au début, c'était pas ça. C'était vraiment une partie industrielle, quoi. Et puis on s'est dit, ok, on commence à rechercher, on a commencé à dessiner le premier cadre et on a abouti sur une technologie où on assemblait un cadre sans colle ni soudure. Donc vraiment comme un Lego en quelques minutes. Et là, on s'est dit, mais on peut aller peut-être vraiment plus loin dans la démarche et créer notre propre marque derrière. Et donc, en étudiant vraiment le marché, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, sur 3 millions de vélos qui sont vendus neufs chaque année, 1,5 million de vélos sont envoyés en déchetterie pour des problématiques esthétiques, fonctionnelles ou qui sont liées à l'obsolescence, soit du système électrique, soit parce que derrière le vélo, je m'en sers plus parce que j'ai des enfants qui sont arrivés, j'ai une pratique plus ou moins sportive, j'ai déménagé. Et donc, autant de vélos qui finissent au fond des garages ou qui sont abandonnés même dans les rues. Donc, c'était vraiment une problématique. Et là, on s'est dit, on va créer notre propre marque, Revbike, qui va permettre à l'utilisateur d'en faire le vélo d'une vie. Le vélo aussi peut-être le plus durable du marché puisqu'il est fabriqué localement. Aujourd'hui, on fabrique notre cadre de vélo à Lyon. Fabriqué, assemblé à Lyon. C'est un vélo qui va pouvoir évoluer, donc avec, c'est ça, des modules qu'on va pouvoir rajouter, louer, acheter. Et puis, un système d'économie circulaire, on va pouvoir reprendre les anciennes pièces et puis de se dire, peut-être que en reprenant les pièces qu'on a actuellement, on va être aussi indépendant des pays à faible coût de main-d'œuvre et du coup, échapper un petit peu à toute cette partie-là, quoi. La crise. Parce que vous allez le remettre sur le marché. C'est-à-dire que la fourche avant, exemple, un module... alors, c'est quoi comme module qu'on pourra ramener? C'est une fourche avant, elle peut être modifiée, elle peut être évolutive ou pas? C'est ça, il peut y avoir, c'est ça, l'avant, donc la partie cargo. Il peut y avoir aussi l'arrière. Donc, le vélo peut se couper en plusieurs parties et on va... Le rallonger? On va le rallonger, pouvoir mettre 2 enfants derrière ou pouvoir mettre du matériel. D'accord. On va pouvoir rajouter des systèmes électriques qui peuvent être plus ou moins puissants, plus ou moins lourds en fonction de l'autonomie qu'on veut. Et puis d'avoir un système électrique qui soit toujours performant, qui soit toujours maintenu. Et, dans n'importe quelle situation. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, par exemple, on achète un vélo chez toi. Demain, on veut le transformer en cargo. On rachète des pièces pour le monter en cargo. Est-ce qu'on peut garder des pièces pour se dire, demain, si je veux le remettre en vélo normal, entre guillemets, on le garde, ou on renvoie chez toi les pièces qui ne sont plus nécessaires au vélo? C'est ça? Et donc, vous allez récupérer ces pièces-là. Donc, imaginons toute la partie arrière. Il y a des pièces qui vont revenir chez toi et nous, on va en racheter pour faire un vélo cargo. Et donc, toi, tu les prends, ces pièces-là, tu les remets à neuf, tu les remets dans le circuit du marché, mais cette personne-là peut la garder aussi, cette pièce-là, pour revenir à son vélo d'avant? Tu peux faire les deux. Nous, le but est que ces pièces-là soient utilisées. La pire des choses, c'est qu'on ait un vélo avec... qui soit inutilisé, des pièces qui soient inutilisées. Et surtout, quand c'est des vélos assistance électrique, ça devient problématique. Parce qu'on le voit pendant l'hiver ou même un vélo qui n'a pas été rechargé depuis longtemps, effectivement, il sera peut-être hors d'usage ou moins performant. Donc, l'idée,
c'est peut-être d'éviter ces pertes économiques. Et nous, donc, on propose des abonnements, un système d'abonnement comme un peu de la téléphonie, hein, D'accord. avec une partie qui va être, elle, achetée, qui va être la base, le squelette, et puis d'autres parties qui vont être louées. Nous, c'est ce qu'on conseille, parce que ça va amener du service, assurance, la maintenance incluse. Et puis, en fait, on parle plus vraiment de vélo, mais on va parler plutôt d'un mode, d'une nouvelle manière de se déplacer. Ouais, une mobilité à part entière. D'accord, ok. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, donc on peut ramener les pièces chez vous, vous les remettez dans le marché, on peut vous les acheter ou les louer. Et donc ça, c'est vachement intéressant pour pour les clients. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si chaque fois, même pour le faire évoluer, il faut acheter. C'est peut-être contraignant pour la personne. Oui. Maintenant, si on se dit là, je suis dans la phase gamin, donc je veux le transformer en cargo. Mais les gamins, dans 5 ans, ils seront grands, ils seront leur vélo. C'est ça. Moi, je ne veux pas avoir ce système cargo. Je veux revenir à mon vélo d'avant. Donc, je te renvoie toute la partie cargo, entre guillemets, chez toi, qui était en location. Et je le remets en vélo normal. Et mes gamins auront leur vélo à côté de moi pour... Donc ça, c'est vachement intéressant, cet effet c'est circulaire en fait, hein, et donc de remettre dans le marché ou de le louer. Et donc, au niveau de tout ce qui est assistanat, vous avez des points de collecte, de relais pour faire tout ce qui est assistance. J'ai mal monté, je ne sais pas comment ça marche, j'ai une révision à faire au niveau du vélo. Est-ce que tout se fait sur Lyon ou est-ce que vous avez des gens un petit peu de partout dans la France qui peuvent, entre guillemets, régler des problématiques sur vos vélos, que ce soit du freinage, je ne sais pas. Hein. Il y a Bien sûr. En termes d'assistance, ça va se passer de la manière suivante. Soit, effectivement, on a des magasins partenaires qui sont implantés dans la ville en question. Ouais. Soit on va proposer donc à des réparateurs à domicile de venir directement chez la personne. Donc ça, on a des contrats avec des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Soit derrière, vous êtes vraiment au fin fond de la France et là vous voulez profiter de l'offre Flex. On va avoir un système d'aller-retour qui peut se faire avec nos transporteurs. D'accord. C'est pas le plus écologique, mais ça permet de proposer ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, notre vélo, à la différence de pas mal d'autres marques, il a été conçu de la manière la plus simple possible, de manière à avoir l'entretien qui soit le plus simple possible aussi, et le plus rapide à faire, et aussi qui puisse se faire par le plus grand dénominateur commun. D'accord. Donc, on va dire que n'importe quel magasin de vélo peut réparer notre vélo. Et la seule chose qu'il ne pourra pas faire, ça va être de moduler le cadre, parce que ça, il n'y a que nous qui avons les outils ou nos magasins partenaires qui sont formés pour ça. Super. Non, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant et le client se demande toujours, si j'ai une problématique, quand on achète, entre guillemets, je vais faire l'avocat du diable, j'achète un vélo sur Internet, il n'y a pas de magasin physique. Quand on va, entre guillemets, chez Decathlon, exemple, on achète un vélo chez Decathlon. Si on doit faire une révision, on sait qu'on reva chez Decathlon. Bien sûr. Et dans le commun des mortels, tu te dis, c'est plus facile. Il y a un magasin physique, donc on l'achète là, on va le faire réparer là. S'il y a une problématique, on a quelqu'un de physique qui l'a. Donc c'est pour ça que je te demandais, comme vous vendez exclusivement, non, sur Internet, hein. On est en grande partie, et puis des magasins partenaires. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien de dire aux gens, il y a des magasins partenaires, il y a des personnes, des indépendants qui peuvent venir réparer les vélos. On est un peu dans le même style. Alors, je vais associer ça à une marque de voiture, mais qui est Tesla. Aujourd'hui, Tesla, on l'achète entre guillemets sur Internet. Ils n'ont pas de garage dans tous les coins de rue, mais ils ont des rangers qui sont des indépendants Tesla qui viennent réparer à la hauteur de leurs compétences et de choses qui peuvent être changées sur la voiture. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, donc j'ai une Tesla, j'ai une problématique sur ma voiture, je peux faire intervenir, je prends une photo sur l'application, j'ai une problématique d'affichage ou quoi,
il y a un ranger qui peut venir dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Donc, c'est dans ce même style-là où les indépendants pourront venir faire la réparation chez toi. C'est quoi, ça. Chez le client, quoi. C'est ça pour les personnes qui veulent un service premium. Alors, nous là, depuis peu, on vend plus vers les entreprises. Oui, donc on va en parler aussi. Ouais, mais on a... mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, que ce soit des personnes qui soient... Enfin, des rangers, entre guillemets, qui viennent à domicile, ou le magasin du coin, ou même nos propres magasins partenaires, tout le monde peut réparer nos vélos. Ouais. Et en fait, c'est des vélos qui sont ultra simples de manutention, quoi, derrière, et de maintenance. Donc ça, c'est une grosse différenciation aussi qu'on va avoir par rapport aux autres. À toutes les autres marques qui sont peut-être... qui ressemblent plus à des Tesla. Ouais. Difficile à réparer. Difficile à réparer, d'accord. Donc vous avez travaillé vraiment la simplification du vélo et des modules pour que tout à chacun, on puisse changer une roue, des freins, ou un câble, ou un truc comme ça. D'accord. Super. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Lyon. Donc la start-up existe depuis 2019, c'est ça ? 2021. Donc 2021, donc on a eu ça arrivait un petit peu pendant la pandémie de Covid, et on sait que pendant cette pandémie-là, il y a eu un grand essor du vélo, puisqu'on a été en pénurie de vélos, puisqu'on ne pouvait pas acheter de vélos. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, 90% des vélos sont faits à l'étranger, donc problème de réassort. Et tout ça. Donc, c'est vrai que toi, le fait de te recentrer sur ces vélos et qu'ils soient fabriqués en France va donner de l'élan un petit peu au niveau des nouvelles marques et des comment on appelle ça, des revendeurs, de ne pas être dépendant de l'étranger. Et donc, toi, tu es vraiment 100% vélo français. C'est ça. Donc, c'est une première avancée aujourd'hui. Donc, combien vous êtes de marques vraiment françaises sur le marché ? Je pense que, il y en a très peu en tout cas. Le plus important, je pense, c'est de savoir les marques qui fabriquent ici et qui arrivent à être compétitifs en termes de prix. Ouais. Je pense qu'on peut les compter sur le doigt de la main. Ouais. Il y a beaucoup d'artisans qui vont fabriquer des cadres de vélos avec un vrai savoir-faire et qui vont sortir des vélos qui coûtent une fortune. C'est tout à leur honneur. Hein. Il y a un vrai savoir-faire. Il y a une niche pour ça. Hein, c'est ça. Mais nous, on voulait vraiment démocratiser le vélo qui est à l'image un petit peu d'une Volkswagen où on va pouvoir, il y a plus de personnes qui vont pouvoir l'acheter et qui va être un petit peu le vélo du peuple derrière. Bon, on a quand même des prix qui sont premium. On n'a pas voulu être concurrent avec Decathlon, mais apporter une expérience de pilotage aussi qui soit de qualité. Par exemple, au lieu d'avoir une chaîne derrière, on a une courroie qui va empêcher la maintenance intempestive. On ne déraille jamais, on ne salit pas le pantalon, ça ne fait pas de bruit. Et ça va être plein de choses comme ça qui vont coûter peut-être un petit peu plus cher, mais on va avoir des prix extrêmement compétitifs. Par exemple, le vélo électrique, nous, est à partir de 2200 €, quoi. D'accord, donc un prix, ça va. C'est raisonnable, on n'est pas à 4000 €. On n'est pas à 4000 €. Les Decathlon et tout ça, ils commencent à partir de combien ? De 999 ça en électrique. Ouais, on va être aux alentours des 1500 €. Ouais, des 1500 €. Ouais. Donc c'est pas déraisonnable de parler de 2200 € pour un le vélo d'une vie, qui est français. Donc je revenais par rapport à la pandémie, parce que c'est vrai que c'est toujours dans ces moments-là qu'on se dit mais en fait on n'a plus rien en France, quoi. Non. Et donc de revenir avec des entreprises comme toi qui essayent de réfléchir à ce que ça soit fabriqué en France et que demain il arrive à encore une catastrophe comme ça, mais tu es là et tu sais que tout est ici, quoi. En fait, t'as pas besoin, t'es pas dépendant, quoi. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une certaine instabilité mondiale, que ce soit avec la pandémie de Covid, avec la guerre en Ukraine. Ouais. Là, en ce moment, il y a des problématiques où au niveau du fret, des bateaux
qui amènent du matériel dans les pays européens, ils se font piller. Ils se font piller, ouais, c'est vrai. Donc voilà, et puis derrière, ça met aussi en danger des jeunes marques comme nous, parce qu'on est obligé de s'engager sur du volume, Oui. et on voit que si on a trop de stock derrière, on peut vite plier bagages parce qu'on n'a pas assez d'argent aussi pour le démarrage commercial. Donc nous, on a tout intérêt à travailler des fournisseurs locaux qui s'engagent sur notre projet et qui arrivent à rendre tout ça le plus flex possible, le plus lean. Ouais. Et voilà, donc c'est un sacré tour de force. Super. Donc, on va revenir un petit peu sur le côté entrepreneuriat. Donc, Romain, pourquoi une start-up tu as monté une start-up pour ce projet-là? Alors, il y avait plusieurs manières de faire, on va dire. Soit de fabriquer des cadres de vélo dans notre coin d'une manière un peu artisanale, qui pouvait être une entreprise basique, on va dire une SAS basique qui permettait de se faire plaisir, de faire des vélos. Nous, on a voulu aller plus loin en innovant. Donc, en apportant une innovation de rupture sur la partie technologique, comment on peut fabriquer un cadre de vélo compétitif avec Taïwan, modulable, évolutif, mais aussi une innovation sur le business model et sur la manière de consommer ce vélo. D'accord. Donc, nous, il y a une double innovation. Donc, la partie achat plus location qui est du jamais vu, ouais. Et puis la partie assemblage comme un Lego qui viennent se compléter. La différence qu'il va y avoir, c'est qu'effectivement la start-up par rapport aux autres entreprises, c'est que la start-up va tester, va se prendre des murs, va essayer d'asseoir son business model, et tant qu'elle ne l'a pas assis, elle sera toujours considérée comme une start-up, comme un hors-bord. C'est ça qui ouais, d'accord. Changer de cap. Pour changer de cap facilement et ne pas, voilà. Aujourd'hui, toutes ces innovations demandent de l'argent. Donc, toi, tu as dû lever des fonds. Tu peux nous expliquer un petit peu comment marche la levée de fonds pour la communauté qui se demande, en fait, pourquoi les startups ont besoin de lever des fonds. Il a expliqué, c'est que vous êtes dans un système d'innovation et que l'innovation coûte cher. Il y a des ingénieurs, il y a des moules peut-être à faire pour un cadre. Donc tout ça coûte de l'argent, et donc c'est pour ça que vous êtes obligé, entre guillemets, de lever des fonds pour faire vivre l'entreprise. Ouais, comme je le dis, effectivement, on est obligé d'abonder financièrement au début pour pouvoir être plus serein dans le développement technique, être plus serein dans le développement commercial, pouvoir tester pour qu'à partir du moment où on a trouvé le bon client, la bonne manière de distribuer, le bon business model, que là on soit parti et que après on puisse voler de nos propres ailes. Donc au début on a besoin de support. D'accord. Et ça passe par le support financier. Donc on va dire qu'en France on a énormément d'aide là-dessus, que c'est de plus en plus facile d'entreprendre. Ouais. Et la BPI derrière a été aussi d'une grande aide pour ça, quoi. D'accord. Donc toi tu as eu de l'aide de la BPI et tu as levé des fonds à titre privé aussi. Ouais. D'accord. Donc, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir une visibilité sur combien de temps à peu près? Alors, nous, c'est donc la BPI. Enfin, peut-être que je peux donner des informations sur comment se passe une levée de fonds. Complètement. Alors, ça se passe de la manière suivante. On vient partager le risque. Donc la BPI, c'est comme une banque, mais c'est la banque de l'État. Donc il va y avoir 3 typologies d'acteurs. Il va y avoir des investisseurs qui vont être privés. D'accord. La BPI, et puis derrière il va y avoir un effet de levier aussi qui peut se faire avec les banques plus traditionnelles, quoi. Donc c'est avec ces 3 typologies d'acteurs, et chacun vient prendre une part et vient financer une part du projet. On va dire que toute la partie technologique, ça va être financé par la BPI, tout ce qui va être recherche d'innovation. D'accord. La partie qui va être un peu plus liée à la production ou à des choses qui peuvent être récupérables, ça va être par les banques. Et puis tout le reste, la vente et tout ça, c'est le privé. Voilà, c'est ça, grosso modo. Grosso modo, oui, on schématise. C'est ça. Et donc nous, effectivement, on a eu besoin de fonds pour développer toute cette technologie. On a levé des fonds avec des investisseurs privés qui croyaient effectivement au concept. Voilà, avec plusieurs tours de levée de fonds. Au début, c'était de la love money, donc des gens qui faisaient confiance aux personnes. Tout à fait, ouais. Aux personnes, même avant le produit. Avant le produit, déjà les d'accord. personnes, les gens qui avaient autour du produit, quelle
quelle facilité ils pouvaient avoir à mener tout ça à bien. Et puis derrière, une fois qu'on avait prouvé le produit en vendant plus d'une centaine de vélos en un laps de temps assez court, on a pu rassurer des investisseurs qui pouvaient mettre un peu plus de fonds. Et derrière, l'idée, c'est d'aller sur un ramp-up commercial qui soit de plus en plus fort pour pouvoir atteindre l'objectif européen, d'aller sur l'Europe et vendre des vélos à travers l'Europe, quoi. À travers l'Europe. Ouais. Donc ça, c'est un objectif à long terme ou à court terme? À court terme, notre ambition, c'est vraiment de devenir un des leaders sur le marché du vélo urbain. Donc, on a de grosses ambitions et on veut que ça devienne la ref. Voilà. Magnifique. D'où le nom de Ref Bike. Au niveau donc quand on lève des fonds, quand on demande de l'argent à des partenaires, ils sont en droit de demander une compensation. Quelles sont les compensations, que ce soit pour de la BPI, les banques, on sait que c'est de rembourser le crédit, mais l'acteur privé qui dit, écoute, moi je crois en votre projet, je crois en toi, tiens, je mets X milliers d'euros, est-ce qu'on lui donne des parts de la société? Est-ce qu'on lui dit, merci, j'essaye de te rembourser avec des intérêts? Quels sont un petit peu la contrepartie à ça? Oui, bien sûr, il peut y avoir plusieurs typologies d'arrangements. Ouais. Nous, ça va être des discussions qui vont être menées avec les investisseurs, quelle est leur vision des choses, et savoir si ça match avec notre vision des choses aussi à nous. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de l'entreprise à 5-10 ans. Nous, on a plus opté pour une partie un peu plus classique où l'investisseur va prendre des parts dans la société. Il va pouvoir percevoir des fonds quand il va y avoir une distribution de dividendes, ou derrière quand effectivement il peut y avoir une possibilité de revente des parts. D'accord. Donc en règle générale, à terme, la sortie se fait quand un industriel s'intéresse au projet et décide de racheter des parts de la société pour agrémenter, on va dire, un peu plus son offre. D'accord. Et donc là, la personne se dit, vous lui donnez un objectif de temps, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans, c'est ça? On est obligé de projeter, oui. Oui, voilà, vous êtes obligé de dire, moi dans 5 ans, on est dans une perspective où dans 5 ans, tu vas faire X%. C'est ça. À la revente par rapport à ce que tu investis. C'est ça. Et donc, ça, c'est pas une contrainte pour vous, ça met un petit peu de pression, un minimum, mais mais on est obligé de passer par là aussi. Ouais. Alors c'est sûr que ça met de la pression parce qu'effectivement on n'est plus tout seul dans son garage. Maintenant on est scruté, on doit rendre des comptes. L'idée, c'est aussi de trouver des personnes qui soient les plus complémentaires avec ce qu'on recherche. Donc, nous, nos investisseurs, on était les chercher sur des briques un peu différentes des nôtres qui pouvaient nous aider à performer. Après, on a aussi des personnes, on négocie aussi la manière dont ils vont intervenir sur le projet. Est-ce que l'objectif aussi, c'est d'être plus considéré, focus sur le business plutôt que de passer du temps à rendre des comptes à ses investisseurs, quoi. Ça ralentit fortement les choses. Donc nous, on a la chance d'avoir des personnes qui sont géniales autour de nous et qui sont extrêmement compréhensives. Et je pense qu'ils ont confiance aussi en l'équipe, en Alain, en toutes les personnes qui travaillent autour, qui nous accompagnent, quoi. Donc je pense qu'on a aujourd'hui toutes les clés toutes les cartes en main pour réussir. Pour réussir. Donc ça, c'est cool, quoi. On va revenir un petit peu sur ton client final. Hier, tu essayais de vendre des vélos à des particuliers. Aujourd'hui, tu es en train de manœuvrer, pivoter pour essayer d'aller vendre ces vélos-là à des entreprises. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce petit coup de revirement? Qu'est-ce qui a fait que peut-être le particulier était... nous dire un petit peu le pourquoi. Oui, écoutez, avec plaisir. Je te remercie pour cette question. Elle est vraiment super importante pour comprendre le marché du vélo actuellement. Ouais. Je pense que je serais incapable de citer toutes les marques de vélos qui existent sur le marché. Ils s'en créent tous les jours. Complètement. C'est vraiment incroyable. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Demain, je vais voir un gros faiseur, MFC, Arcade, pour pas les citer. Je suis un peu, je connais un petit peu le marketing.
je demande un vélo couleur jaune, couleur rouge, je mets mon stickers dessus, je crée mon site web et je vends mon vélo. C'est super simple de rentrer sur le marché. Donc, il y a trop d'acteurs avec peu de différenciation. Tous les vélos se ressemblent. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un ramp-up, il y a eu une croissance qui était extrêmement forte. Donc, pendant le Covid ou sur l'après-Covid, là, ça s'est calmé un petit peu avec la baisse du pouvoir d'achat. Tout à fait. Aujourd'hui, on se retrouve face à des marques, face à énormément de marques qui surstockent les magasins, enfin qui essayent de vendre aux magasins. Les magasins ont du mal à vendre. Ah bah, ouais. Et donc, tout le monde est à moins 40% en ce moment. Donc, nous, soit on vend tous nos vélos à moins 40%, mais c'est pas viable. Ça ne nous intéresse pas. Soit, en fait, il fallait pivoter et trouver une autre manière de fonctionner. Nous, on a la chance de pouvoir proposer des vélos qui ont énormément de qualité et donc de pouvoir prendre peut-être une tendance différente des autres. Mm-hmm. Donc, nous, on a décidé de pivoter sur le marché de l'entreprise. Ouais. Et c'est ce qui nous permet déjà de diminuer le nombre de concurrents et de profiter pleinement de nos avantages concurrentiels, à savoir la modularité, la flexibilité, la fabrication française et la réparabilité ultra simple. Voilà. Non, en plus, ton produit, ton vélo, est vraiment en adéquation avec le monde professionnel. Sur le côté évolution, sur le côté, on va en parler, sur le côté RSE aussi. Ouais, donc, cette mobilité douce, qu'on appelle, avec ces vélos, aujourd'hui, vous avez fait un petit peu des recensements de savoir par rapport à des entreprises sur sur ces vélos-là, sur les parcours dits courts, l'utilité de ce vélo. Est-ce que vous essayez de vendre ce vélo aux entreprises pour que les employés aillent chez eux, donc fassent travail maison, ou est-ce que c'est pour dans la journée pour aller genre une secrétaire pour aller à la poste, pour voilà, quelle va être l'utilité du vélo en entreprise? Oui, c'est ça. Alors il va y avoir différentes typologies d'acteurs. On est en relation avec beaucoup d'acteurs différents. Ça va du camping jusqu'à l'entreprise qui veut faire de l'intercite et faire du vélo partagé pour aller plus vite d'une usine à l'autre. Ouais. Nous, aujourd'hui, où on va se spécialiser, ça va être dans les entreprises qui veulent améliorer leur marque employeur, qui ont du mal à recruter, qui sont en phase d'hypercroissance et qui se disent que le vélo, effectivement, ça peut être un avantage social très fort, quoi. D'accord. Et différenciant. Donc, nous, on va dire que c'est là où on va les accompagner et avec plein d'avantages qu'on pourra citer sur les rêve bikes plutôt que les autres concurrents, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu t'attaques plus, donc tu dis, on en parlait en off, là c'est plus au RH que tu rentres. Oui. Donc tes clients, ton persona, c'est le RH, quoi. Oui, ça va être en grande partie le RH ou le responsable RSE ou directement le chef d'entreprise. Ouais. Donc voilà, différentes typologies d'entreprises avec des entreprises qui sont plus ou moins développées. Donc le DRH, nous, ça va être effectivement de lui expliquer que c'est bien de mettre en place des vélos, mais c'est encore mieux si derrière ils sont constamment adaptés à la pratique de leurs utilisateurs. C'est aujourd'hui la difficulté des chefs d'entreprise ou des entreprises en général, c'est d'investir. Ils ont peur d'investir dans des vélos qui ne seront pas utilisés. Complètement. Voilà, donc nous, on vient dérisquer tout ça. On a vraiment la posture d'un dérisqueur où on leur dit, bon, en fait, vous inquiétez pas, avec RevBike, vos vélos, ils seront constamment utilisés, quoi. Donc, en plus de ça, ils sont sexy, ils donnent envie d'être utilisés, ils sont aux couleurs de votre entreprise, donc vous allez vous faire remarquer dans les rues. Fabriqués en France, donc sur les réseaux sociaux, on peut faire un super truc. Voilà, il y a plein d'avantages et j'en oublie encore, mais c'est ça qui va être notre grosse différence par rapport aux concurrents, quoi. On a, j'ai vu aussi que, pour parler pareil des clients finaux, que tu avais donc livré des vélos à une entreprise de promotion immobilière. Oui. Et donc, tu as vendu à cette entreprise de promotion immobilière des vélos que tu vas mettre à disposition, où ces vélos seront à disposition des propriétaires ou des locataires
de la résidence. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment génial aussi, parce que bon, c'est vrai que en termes sur le pouvoir d'achat, de s'acheter un vélo électrique, comme on a dit, c'est un coût. Donc là, il sera mis à disposition et acheté par l'entreprise de promotion immobilière. Oui. On aurait pu se dire, oui, mais bon, le vol... Mais on a parlé, et tu vas me dire aussi, vous êtes en étroite collaboration avec une entreprise qui fait le vélo ne peut pas être volé, il est géolocalisé aussi. Oui, bien sûr. Donc ça, et il est déverrouillé à distance. Donc ça, si tu peux nous en parler aussi, ça c'est vachement intéressant parce que c'est un autre univers. Et c'est vrai que si toutes les résidences aujourd'hui mettaient à disposition des vélos pour leurs résidents, pour leurs propriétaires, ça serait intéressant, quoi. Bien sûr. Alors je pense que ce qui est intéressant sur cette partie promotion, c'est que quand on achète un appartement, on achète aussi ce qui est à côté dans le quartier, les prestations. Voilà, c'est ça. Et quand il y a des belles choses qui sont à visiter, en l'occurrence, il y a le lac du Cresse, il y a pas mal de beaux endroits, surtout dans le sud de la France. Quand on a des vélos qui sont mis à disposition, ça peut être un vrai argument différenciant. En plus de ça, on promeut la mobilité durable. Donc, tout à fait. Donc voilà. Au lieu d'aller acheter le pain avec sa voiture, autant prendre le vélo électrique qui nous est mis à disposition en bas. Et au moins, sa voiture, elle reste au garage. Il n'y a pas besoin d'aller démarrer sa voiture pour aller chercher du pain. Autant le faire en vélo et de profiter de la nature, quoi. C'est ça. Et puis toute la notion de service dont tu parlais tout à l'heure. Donc il y a, le plus important, je pense, pour nos clients aujourd'hui, c'est que eux, ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et que nous, on puisse les aider à développer toute cette partie mobilité. Je pense que le vélo, c'est l'objectif, c'est le moyen, on va dire. Ouais, c'est le moyen, ouais. Et puis nous, derrière, on va proposer tout un univers autour de la maintenance, de l'assurance qui est incluse. Donc, on ne se préoccupe pas de toutes ces problématiques-là. On va aider les entreprises aussi sur de la gestion de calendrier de réservation avec des cadenas connectés. On va aussi être l'interlocuteur privilégié pour pouvoir analyser ce qui s'est passé dans l'année, savoir comment on peut améliorer les choses ou adapter les choses avec, en proposant des modules qui peuvent être plus ou moins adaptés, ou même carrément, effectivement, de stopper l'abonnement sur certains modules pour revenir à un vélo musculaire de base qui, lui, ne nécessite pas de location. De location, ouais. Voilà, et donc, on vient adapter son budget, on vient adapter ses besoins. Et c'est là où je pense que c'est important, c'est aujourd'hui, on est sur un marché où on vient redécouvrir le vélo. Il faut accompagner. Il faut accompagner nos. C'est pour ça que clients. Tu as une large palette avec comme on a dit, le cadenas connecté par rapport à la location, par rapport à donc les assurances, l'échange de pièces, l'assistance et tout ça. Et même de l'animation, de la sécurité routière, on fait des choses. Ah oui, d'accord. Donc vous allez très loin, quoi. On va très loin à ce niveau-là. Donc ça c'est cool. Et donc aujourd'hui, quel est l'objectif à moyen et long terme de l'entreprise? Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'était d'être le numéro 1 au niveau européen. Mais si on peut résumer ce qu'est RefBike et ses ambitions, en quelques mots, ça serait quoi? Nous, ça serait de démocratiser le vélo déjà pour les entreprises, mais aussi pour le particulier, et qu'on puisse arriver à terme à des centres-villes qui soient nettement plus propres en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on puisse se balader plus facilement en ville, qu'on puisse arriver à l'heure à nos rendez-vous. Donc il y a plein de choses. Alors l'idée, c'est pas de dire la voiture c'est nul, parce que moi j'utilise aussi des fois la voiture pour porter des choses et sur certains cas concrets, mais des fois on n'en a vraiment pas besoin. Non. Et aujourd'hui, le vélo suffit amplement, quoi. Comme là, on a parlé de l'exemple du pain. Pourquoi aller, si c'est à 2 km, des fois, on ne va pas marcher et on va prendre la voiture pour un confort. Alors que l'intermédiaire entre j'aime pas marcher, donc je veux pas aller à pied et ou prendre la voiture, l'intermédiaire, c'est le vélo, quoi. C'est ça. Donc voilà, vous êtes entre les deux, et donc ça c'est génial. Donc aujourd'hui, donc en moyen terme aussi, développer l'Europe, ça nécessite quoi comme
comme évolution de l'entreprise de passer à l'Europe, c'est d'avoir des entreprises au niveau de l'Europe, quand on parlait tout à l'heure de l'effet pour réparer son vélo, pour avoir l'assistance et tout ça. Quand on est dans son pays, c'est très bien, on arrive à gérer. Quand on donne les mêmes objectifs français au niveau de l'Europe, c'est un autre challenge, quoi. Ouais, effectivement. Alors là, on s'appuie sur l'expérience aussi des personnes qui nous entourent, hein, où je pense ils ont l'habitude de développer ce genre de choses. En fait, nous, notre vision des choses, c'est de se dire, pour atteindre le marché français, on va développer une fabrication qui va être locale, et puis aussi un réseau de réparateurs, de distributeurs qui sont local. Ce qu'on fait en France, on est capable de le faire dans n'importe quel pays du monde, parce que nos vélos sont extrêmement simples à faire fabriquer, et avec des coûts qui sont extrêmement contenus et maîtrisés. Donc demain, on doit vendre aux États-Unis. Pour nous, ça n'a aucun sens de fabriquer en France. Tout à fait. On vend aux États-Unis, on fabrique aux États-Unis. On vend en Italie. L'objectif, ce serait peut-être de fabriquer en Italie pour avoir pour faire profiter toute l'économie locale, et pour aussi améliorer les délais de livraison et aussi cette notion d'agilité et de service qu'il y a derrière, quoi. Donc tout à fait. Voilà. Parce que le process que vous avez mis en place en France, vous pouvez le déporter dans chaque pays aujourd'hui. C'est ça. Donc donc ça c'est ambition à combien d'années? Nous, je pense que d'ici 3 ans, c'est notre objectif d'arriver à aller sur le marché européen plus largement. Alors déjà, on le fait déjà avec quelques vélos qui sont vendus en Europe. Maintenant, c'est comment on peut dupliquer ce qu'on fait ici, ce qu'on fait bien ici, dans d'autres pays. Donc ça, c'est super. Donc Romain, on va parler quand même d'un événement qui se passe en France cette année, en 2024, c'est les JO. Comment, toi, ton entreprise peut être présent au niveau de ces JO, et comment vous allez appréhender un petit peu ces JO, et comment vous allez faire pour être au devant de la scène aussi pour ces JO, et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux entreprises sur la ville de Paris, quoi. Écoute, je pense que ça part d'un constat simple, c'est que moi je vais régulièrement à Paris pour profiter un petit peu du réseau qui peut y avoir là-bas. On voit ce qui se passe dans les métros, et ça va être de pire en pire avec l'arrivée des installations pour les Jeux Olympiques. Il y a énormément de travaux qui se font sur les différentes lignes. Les JO, c'est pas simplement les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est aussi toute la partie installation et désinstallation. Donc, je pense qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, pour les Parisiens, ça va être invivable. Ça va être invivable. Donc, quand on retrace ça et qu'on se dit, OK, comment le chef d'entreprise peut voir les choses, soit je mets tout le monde en télétravail, soit je ferme mon entreprise et on s'échappe après les Jeux Olympiques. Mais après, il y a certains cœurs de métier, on va être obligé d'aller sur des rendez-vous pour pouvoir continuer. On ne peut pas se permettre du mois de mai jusqu'au mois d'octobre de stopper l'activité, quoi. Donc, nous, on va mettre en place, on est en train de mettre en place une offre spécifique pour les Jeux Olympiques. D'accord. Qui permettra aux chefs d'entreprise et aux salariés de pouvoir bénéficier d'une mobilité qui soit plus adaptée, qui soit plus rapide, surtout pour les beaux jours, hein. J'aime Paris au mois de mai, Paris, c'est quand même sympa sur ces périodes-là. Tout à fait. Donc, je pense que c'est l'occasion de tester les services de RevBike, tester nos vélos, de se faire remarquer, de faire une belle communication autour de tout ça, et pourquoi pas mettre le pied à l'étrier, et puis derrière lancer la partie mobilité douce dans l'entreprise, quoi. D'accord. Donc ça vous allez là vous allez le mettre en place à partir de maintenant, non? C'est ça. Ça commence là, c'est en train. Et donc vous allez donner la possibilité sur X mois, sur 6 mois presque, vous allez faire une offre sur 6 mois, et après on verra, ou est-ce que comment vous allez le vendre en fait là? Alors l'offre va être facilitante pour les entreprises, donc avec une partie où on va pouvoir essayer clairement nos services, et puis derrière avec une partie qui va permettre d'avoir des tarifs préférentiels si on veut continuer l'abonnement ou pas, ou tout bonnement, effectivement, si on en a besoin que sur 6 mois, on peut proposer aussi des offres qui s'adapteront à tout ça. Mais l'idée, c'est pas de faire un one-shot. Non, dire, voilà. OK,
j'utilise le vélo que pendant cette période. L'idée, c'est de s'en servir comme transition pour goûter, essayer le vélo. Et l'adopter. Voilà, Super. Non, mais c'est très important. Donc, c'est bien pour les entreprises parce qu'on le sait et on ne fait qu'en parler aux infos. Aujourd'hui, on essaye et tous les politiques nous disent que non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais tout le monde a peur quand il y aura X milliers de personnes qui vont arriver pour les JO. Ça va être invivable. Déjà qu'aujourd'hui, les acteurs disent que c'est invivable. De se déplacer sur Paris via le métro, via le RER et tout ça. Donc, voilà, une mobilité un petit peu plus douce et mise à disposition par l'employeur. Encore une fois, ça ne sera pas au client final d'acheter le vélo. Ça sera mis à disposition par l'employeur. Donc, ça sera plus facile pour le client final de se déplacer et d'en profiter, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aux employeurs vraiment d'aider dans cette démarche. Ouais. 80% des personnes qui se sont mis au vélo taf, donc utiliser le vélo pour les trajets domicile-travail, s'y sont mis grâce à leur employeur, aux aides incitatives. Donc voilà, économiquement, je pense qu'il y a énormément d'aides avec de la défiscalisation, ces choses-là. On peut en parler de ça pour les entreprises donc, qui veulent investir aussi pareil dans un ref bike. C'est qu'aujourd'hui, on a des aides qui à mettre de la mobilité dans les entreprises. Il faut en profiter. Quoi. C'est vrai que on a eu une employée qui a acheté un cargo et qui a eu de la part de la ville, un chèque. C'était à l'époque, c'était 500 ou 750 euros. Non, il y avait eu, il y a des aides qui sont assez grosse pour faire vivre ce projet-là, quoi. Voilà, donc il faut en profiter pendant tout le timing et puis nous on est là pour conseiller, pour accompagner. Il y a plein de montages financiers qui peuvent exister, donc n'hésitez pas à nous contacter, super, on va vous aider. Bon, mais merci Romain, merci pour toutes ces informations et longue vie à ce vélo. Ouais, je te remercie. Il a une vie de 100 ans. Merci beaucoup. Donc, c'est cool. Et donc, vous aurez toutes les références en description du site internet, du mail pour les contacter et pour faire une demande. Merci Romain, à toi. Merci Stéphane. Et à plus tard. Ciao, ciao.